Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer. Bonjour à tous. Dans un marché de plus en plus concurrentiel, il est essentiel pour un organisme de formation de se démarquer pour rester compétitif. Mais comment faire ? Quel rôle joue l'innovation dans la différenciation ? Comment fidéliser ses formateurs internes ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu de Calonne, qui est responsable pédagogique et innovation à l'IFIS, un organisme de formation au service des acteurs des industries de santé. Dans cet épisode, Mathieu va partager avec nous son retour d'expérience sur les actions menées pour se démarquer et le rôle des innovations pédagogiques. Bonne écoute à tous! Bonjour Mathieu et bienvenue! Bonjour Anne-Marie! Eh bien, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode et surtout, j'ai hâte de découvrir ce que vous avez mis en place au sein de l'IFIS. Et moi, je suis ravi d'être présent à tes côtés. Et je suis très honoré d'ailleurs de participer à ce podcast que j'écoute depuis de nombreuses années. Et quelle a été ma joie justement quand tu m'as proposé d'y participer. Donc, let's go. Ah, super. Je suis toujours ravie d'échanger avec des auditeurs. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ce que tu fais ? Alors, moi, je m'appelle Mathieu de Calonne. Je suis actuellement responsable pédagogique et innovation au sein de l'IFIS. L'IFIS, c'est l'Institut de formation des industries de santé. Et pour résumer globalement, notre mission fondamentale à l'IFIS, en fait, c'est de contribuer à la conservation et au développement des compétences des collaborateurs des industries de santé et du bien-être en France. Donc notre objet, c'est vraiment que les salariés restent en France, ne soient pas exportés à l'international et de contribuer à leur montée en compétences. Donc on va discuter surtout innovation au cours de notre épisode. Donc est-ce que tu peux déjà me dire pourquoi est-ce qu'il est essentiel de se démarquer pour un organisme de formation et éventuellement la place que l'innovation joue dans cet objectif ? Yes. Alors, se démarquer, c'est fondamental pour un OF. Oui, je dis OF pour organisme de formation. Parce qu'aujourd'hui, on a un milieu qui est assez saturé et on va trouver les mêmes types de formations dans différents OF. Donc moi, par exemple, à l'IFIS, nous, on est leader sur le marché. Ça fait à peu près 50 ans qu'on est là. Nécessairement, au bout de 50 ans, il y a des gens qui viennent s'y greffer et qui vont proposer les mêmes formations que nous, on propose. Donc, pour un client, avoir une même formation dans l'OF A ou dans l'OF B avec le même formateur, qu'est-ce qui va faire qu'il va aller chez l'OF A ou l'OF B ? L'innovation, justement, rentre en jeu ici, où, pour une même formation, il va mieux falloir s'orienter vers une formation qui est dite, entre guillemets, innovante, ou avec des modalités pédagogiques innovantes, plutôt que d'aller dans l'OF B, qui, lui, va proposer une formation, on va dire, plus standard. Basique, voilà. Ok. Et donc, est-ce que tu peux nous donner, pour illustrer, quelques exemples concrets d'innovation, justement, que tu as mises en place ? Alors, on en a pléthore, donc il va falloir, encore une fois, être canalisé. Mais moi, ce qui me caractérise beaucoup, en fait, c'est que j'ai une spécialité sur les jeux pédagogiques. Donc, par jeux pédagogiques, j'entends les serious games au sens large, tant numérique que physique. Et d'ailleurs, on va dire que mon amour va plus vers les jeux physiques, donc tout ce qui va être jeux de cartes, jeux de plateau, etc. Donc ça, c'est des innovations justement qu'on propose par rapport à nos confrères d'autres organismes de formation et ce qui va nous permettre de nous démarquer. Donc on a des jeux de plateau, on a des jeux de cartes, j'ai créé récemment, même on pourra en parler plus tard, des formations par SMS. J'ai tout un tas justement d'innovations, de nouveautés, pour toujours égayer en fait les apprenants, mais aussi et surtout, et je le répète souvent, nos formateurs. Parce que nous, on a un pool de 200 formateurs à l'IFIS, 200 formateurs externes, et donc il est aussi crucial de pouvoir les fidéliser, de les garder à nos côtés, et qu'ils prennent toujours du plaisir à animer une formation.
Moi-même, j'ai été formateur pendant plus de 5 ans. Et c'est vrai qu'à force d'animer constamment les mêmes formations, tu perds un peu ton mojo en fait quand tu animes. Moi, j'ai animé des formations plus de 50 fois, la même formation. T'as envie de te renouveler, t'as envie d'aller vers l'avant, t'as envie de proposer de nouvelles choses aux apprenants, même de s'en servir comme d'un terrain de jeu, et c'est ça qui est vachement sympa. Donc nos innovations permettent justement à nos formateurs de se dire « Ouais, l'IFIS, c'est quand même pas mal ». Et d'ailleurs, tu partages assez souvent sur LinkedIn des petits tips autour des jeux que tu crées. Hein. C'est ce qui m'avait surtout interpellé et qui m'était dit, bah tiens, faut absolument que j'invite Mathieu dans le podcast. Yes, bah en fait, moi, la pédagogie, c'est vraiment ma passion. Je suis un passionné de pédagogie. Là, on s'est dit 30 minutes pour le podcast, mais on pourrait durer jusqu'au toute la nuit si je m'écoutais parler. On va dire le lien que j'ai avec la pédagogie, il est un peu plus intime, c'est que j'ai jamais été un super bon élève à l'école et je vois la pédagogie un peu comme une revanche parce que j'ai toujours été au fond de moi convaincu que soit j'étais pas fait pour l'école ou en tout cas les méthodes traditionnelles ou l'inverse, que l'école n'était pas fait pour moi et j'ai toujours eu comme envie et comme souhait de dire c'est possible autrement. Et c'est ça en fait qui m'anime au quotidien et que je partage sur LinkedIn ou avec des collègues ou des partenaires formateurs. C'est constamment de dire on peut faire autrement. Les méthodes traditionnelles qu'on avait dans notre enfance ou qu'on avait il y a quelques années, aujourd'hui elles sont un peu caduques et on peut faire tellement de choses en pédagogie que c'est génial. Moi à la base je voulais être créateur de jeux vidéo, bah finalement je retrouve un peu ce plaisir avec mes jeux pédagogiques. Parce que je crée du jeu, je crée de l'amusement, mais il sert à quelque chose en plus de l'amusement. C'est ça ce qui caractérise le jeu pédagogique. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Et justement, tu nous as dit que tu travailles avec environ 200 formateurs externes. Donc, comment est-ce que tu fais, mais vraiment concrètement, pour les fidéliser? Tu nous as parlé de support pédagogique innovant. Est-ce que tu as d'autres tips que tu utilises pour les fidéliser? Alors déjà, la carte que je joue pour les fidéliser, c'est moi. Mais en fait, je dis ça sous forme de l'humour, mais c'est aussi vrai, c'est que à l'IFIS, on a cette chance d'avoir un service dédié à la pédagogie. Dans beaucoup d'OF, l'OF va solliciter un formateur pour qu'il anime une formation, et le formateur va se débrouiller comme il peut ou comme il veut. Nous, à l'IFIS, justement, ce qu'on offre, c'est la première chose qu'on offre, c'est l'accompagnement pédagogique. Donc, je les accompagne, je les coach, je les aide, je crée le déroulé avec eux, je crée les activités avec eux. Et si je sens qu'ils ont un peu cette fibre d'aller plus loin, eh ben je crée aussi des jeux pédagogiques avec eux. Et ça, c'est une grosse force justement que les autres OF ne peuvent ou ne peuvent pas proposer. En fait, je travaille pas là-bas, donc je peux pas y répondre. Mais nous, on met vraiment un point d'orgue à accompagner nos formateurs. Et comme je le disais tout à l'heure, pour que nos apprenants soient satisfaits, mais aussi nos formateurs. C'est vraiment quelque chose qui caractérise ma vision pédagogique à l'IFIS, parce que c'est moi qui la pilote, et je souhaite toujours des partenariats sur le long terme, et pas des formateurs one-shot. Donc accompagnement pédagogique, ça c'est la première chose. Ensuite, on va leur apporter également un soutien pour tout ce qui est innovation. Si tu es formateur et que tu souhaites créer un jeu pédagogique, eh ben, ça va te prendre du temps. Ça va te prendre du temps, ça va te prendre de l'énergie, il va falloir que tu ailles voir un prestat pour le graphisme ou faire ton graphisme toi-même. Mais bon, si t'es pas trop doué en graphisme, ça va pas ressembler à grand chose. Et je le dis parce que je l'ai fait. Mes prototypes sont pas les jeux que je vends à mes clients, hein, très clairement. Donc soutien à l'innovation, ingénierie pédagogique, c'est moi qui le fais justement avec eux. On a aussi une graphiste à l'IFIS qui va créer les cartes ou les plateaux de jeu, mais aussi la production. C'est l'IFIS qui va totalement externaliser la production et comme ça, le formateur, en fait, lui, limite, il met les pieds sous la table, il arrive avec son contenu, il se fait chouchouter par moi et ensemble, on crée un jeu pédagogique. Donc ça, c'est une manière aussi de les fidéliser. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui. Non, pardon. J'oubliais aussi, en plus de ça, parce que je parlais de mon accompagnement, mais j'organise aussi gratuitement pour nos formateurs des formations de formateurs. Donc là, généralement, j'ouvre 2-3 sessions par an
où on invite tous nos formateurs qui souhaitent se sensibiliser ou se former à la pédagogie, et on les accueille à bras ouverts à l'IFIS. Et là, c'est génial pour eux parce que ça leur permet de réseauter. Généralement, moi, je demande pas plus de 8 formateurs en même temps parce qu'à 10, ça commence à être un peu touchy. Et eux qui travaillent souvent en autonomie et en silo de leur côté, là, ils ont le loisir justement de partager leurs pratiques, de partager leur expérience et en plus de se faire former par mes soins. Donc, ça leur permet vraiment qu'on ait toutes et tous les mêmes fondations pédagogiques pour qu'on puisse ensemble aller vers la même direction. Et est-ce que pendant l'année, tu animes cette communauté de formateurs? Est-ce que tu les nourris avec de la veille ou avec des ressources, par exemple? Est-ce que tu as, par exemple, une messagerie instantanée pour échanger avec eux? Alors, pas encore. J'aimerais beaucoup, mais en fait, c'est totalement justement l'objectif de mon profil LinkedIn. À la base de la base, c'est pas pour moi que je l'ai fait, c'est pour eux. C'est justement pour garder du lien. Je voulais pas en fait les contacter sous forme de newsletter avec un mail envoyé tous les mois sur les nouveautés PEDA, même si c'est quelque chose que je pourrais faire à l'avenir. Je vois vraiment en fait mon profil LinkedIn comme une sorte de pièce centrale pour leur communiquer de l'information d'une manière un peu plus informelle, parce que je raconte un peu mes expériences, nos projets, etc., pour qu'ils soient à jour du fait des innovations de l'IFIS, mais aussi des conseils pédagogiques que je donne. Et forcément, tant qu'à faire, autant que ça serve au plus grand nombre au vu des auditeurs que je peux avoir sur LinkedIn. Mais ouais, avoir une messagerie instantanée, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Un forum aussi de discussion, ça pourrait être intéressant. Mais d'un autre côté, d'autres questions aussi se posent. Qui y a accès? Comment niveler? Encore une fois, il collabore également avec d'autres organismes de formation. Donc, c'est quelque chose à réfléchir. Je suis pas du tout fermé à l'idée, mais il faut bien le faire par contre. Parce que je suis d'avis que quand on lance un projet, il faut vraiment le mener à bout de bras. Et si c'est pour créer un forum qui n'aura une durée de vie que de 2 mois, ça m'intéresse un peu moins. Et comment tes formateurs réagissent justement à ces nouveaux outils, à ces méthodes que tu leur proposes? Parce que j'imagine qu'ils n'ont pas forcément le même niveau en digital, par exemple. Donc, comment tu fais pour qu'ils adoptent ce que tu leur proposes? Alors, comment ils réagissent? La plupart du temps bien, mais faut être honnête. Pour certains formateurs, c'est peut-être plus compliqué, pour diverses raisons. Déjà leur appétence pour la technologie, si on parle d'un outil techno, aussi leur temps, parce qu'en fait, on a des formateurs qui ont leur cabinet de formation et qui ont tout à gagner justement à se saisir de ces innovations, mais on a d'autres formateurs qui travaillent dans les industries de santé et qui animent par exemple 1 fois par an une formation à l'IFIS. Ce type de profil de formateur va nécessairement moins être enclin à améliorer sa pédagogie parce qu'il n'en aura pas le temps, parce qu'il a l'habitude de travailler ainsi, enfin en tout cas d'une certaine manière, et nécessairement la réticence au changement, elle est présente partout et dans tout être humain. Donc là, ça va être un peu plus délicat de l'amener à évoluer d'un point de vue pédagogique. Mais c'est justement le travail que je fais en conciliation avec nos business développeurs qui, eux, développent l'offre de formation. Moi, de mon côté, je développe la pédagogie. Et c'est ce binôme, justement, qui réussit souvent à mettre en place des choses sympas pour nos formateurs. Mais pour répondre à la question initiale, globalement, c'est super. Ils sont super contents. Tant pour le cadrage pédagogique, faut se rendre compte quand même qu'un formateur, on va dire, je fais de la sociologie bas étage, mais dans 95% du temps, un formateur, c'est un expert qui a été propulsé en fait formateur. Mais c'est pas parce qu'il a été propulsé formateur qu'il a eu la formation, qu'il a eu la sensibilisation de formateur. Et la pédagogie, si mon métier existe, c'est bien qu'il y a un intérêt en fait à y être formé, à y être sensibilisé et à appliquer des méthodes. Et donc cet expert qui est propulsé formateur comme ça du jour au lendemain, il faut aussi lui apporter des bases. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, ils les prennent vraiment avec plaisir et ils me remercient beaucoup. Non pas moi en tant que tel, mais en tout cas à l'IFIS, que l'IFIS leur apporte un soutien pédagogique. C'est souvent des retours très positifs. Avant des formations qui étaient un peu fouillis, qui contenaient, je dis un chiffre au hasard, mais 200 slides, on a réussi à réduire les slides, on a réussi à avoir un programme pédagogique, chose qu'ils n'avaient pas avant. Avant, ils avaient que leur support de formation. Désormais, justement, ils ont un déroulé pédagogique structuré avec
un objectif pédagogique, une activité pédagogique associée à l'objectif pédagogique. Et même si c'est difficile au début pour certains, une fois mis en place sur le terrain avec les apprenants, la plupart du temps, ils adorent. Et ils prennent beaucoup de plaisir, justement, parce que ils ont été biberonnés aussi. Bon, vu que je travaille quand même dans les industries de santé, c'est souvent des profils de pharmaciens, enfin, c'est des hautes pontes. Mais à l'école de pharmacie, ils ont été biberonnés au format traditionnel avec un prof sachant qui parle et eux qui écoutent. Donc, on peut pas leur en vouloir aussi de reproduire le même schéma avec nos apprenants. Et quand je réussis à leur ouvrir les chakras, c'est là, justement, il y a le déclic et c'est là où on peut faire des choses passionnantes avec eux. Oui, puis j'imagine en plus que ce qui doit être gratifiant pour eux, c'est le retour des apprenants. Clairement. Voir un apprenant, ou en tout cas des groupes d'apprenants qui réalisent ensemble une étude de cas, qui discutent, qui collaborent, qui jouent à un icebreaker dès le matin, ou à notre jeu de cartes, card match pour pas le citer, il y a rien de plus plaisant justement, et où statistiquement ça augmente aussi par effet de levier la note de satisfaction des apprenants. Et là, quand ils ont la note de satisfaction qu'ils reçoivent dans leur boîte mail et qu'elle a augmenté de 1 ou 2 points sur 10 quand même, donc c'est pas mal, bah là ils se disent ouais, j'ai bien fait en fait de prendre quelques temps avec Mathieu ou avec l'IFIS pour améliorer la pédagogie. Oui, C'est puis pour ça que ensuite, je parlais tout à l'heure c'est aussi pour les apprenants mais aussi pour les formateurs. J'insiste toujours là-dessus. Mon client à moi, c'est à la fois l'apprenant mais le formateur en tant que responsable péda. oui, et puis c'est aussi un cercle vertueux puisque les apprenants vont être satisfaits des formations, ils vont revenir faire des formations chez toi, donc les formateurs vont pouvoir à nouveau animer. Hein, c'est bénéfique pour tout le monde quelque part. Exactement, il faut pas se le cacher non plus. On est une entreprise qui fait du business. Si mes prestataires et mes clients sont satisfaits, nécessairement ça engendre plus de chiffre d'affaires. Ça, il faut être clair là-dessus. Mais ma vision justement qui est passionnée permet de casser certaines barrières justement parce qu'ils voient que à m'écouter, en fait j'y crois. Et quand j'y crois, c'est pas que pour le business. C'est aussi pour leur plaisir parce que je l'ai testé moi-même, ayant été formateur et ingénieur péda, et je leur dis non, mais ça marche. D'ailleurs, je l'ai pas dit au début, mais j'ai été formateur et ingénieur pédagogique dans le funéraire. Et je prends souvent cet exemple de leur dire, si j'ai réussi à faire des jeux pédagogiques dans le funéraire, personne n'est en mesure de me dire aujourd'hui que c'est pas possible dans tel domaine. Exactement. Et justement, donc, est-ce que tu peux nous parler de quelques-unes de tes créations pour illustrer tout ce que tu viens de dire? Tout à l'heure, tu as abordé rapidement le sujet, donc les formations par SMS, donc ou des escape games. Dis-nous. Alors ouais, j'ai créé un escape game physique, donc là avec des énigmes qui sont directement disséminées dans la salle avec des cadenas, des affiches, des lampes à UV, etc. J'ai également créé un escape game en format digital, donc là qui se passe derrière l'ordinateur. Alors forcément, le degré de ludique c'est pas le même, mais ça fait quand même le travail assez bien au niveau des apprenants. La formation SMS, c'est un format justement qu'on a mis en place très récemment. Que je trouve vraiment intéressant pour expliquer. Un apprenant participe à une formation IFIS et durant les 5 jours qui suivent, en fait, il va recevoir des SMS via une plateforme LMS, mais dédiée au SMS, pas dédiée au e-learning. Et ces SMS, en fait, vont lui expliquer une petite étude de cas, mais très simple, hein, vu qu'on est sous format SMS, du style Paul a oublié de remplir son fichier réglementaire, qu'est-ce que Paul aurait dû faire? Et donc là, l'apprenant peut répondre par SMS, réponse 1, 2, 3, 4, et ensuite il reçoit un feedback. Et ça, c'est quelque chose qui est très apprécié justement des apprenants, parce que déjà, ça leur coûte rien, on le fait totalement gratuitement, mais aussi ça va les aider pour leur questionnaire d'évaluation qu'ils vont recevoir après. Donc, il y a un effet intéressant où on ancre les connaissances fondamentales du stage pour ensuite les aider pour l'évaluation. Et là, je vais lancer un super projet, je te le dis en avant-première, c'est qu'on m'a sollicité pour une formation sur le harcèlement, et ce que je vais mettre en place, en fait, c'est des SMS avant la formation cette fois-ci. Mais ce qui va être intéressant, c'est que le SMS va directement être adressé à l'apprenant
avec quelqu'un qui vit une situation de harcèlement et qui va lui demander des conseils dans le SMS. Et le SMS va créer une relation très intime, en fait, avec l'apprenant, qui va être sensibilisé, on va dire, il va mettre les pieds dans le sujet du harcèlement direct avant la formation. Donc ça, c'est une méthode innovante, justement. Plutôt que de faire une formation qui va être du lundi matin au lundi soir, bah non, la semaine d'avant, il va recevoir des SMS d'une personne vivant une situation difficile et lui demandant conseil. Donc il va créer un lien avec cette personne, il va peut-être se sentir touché, donc ça va être à moi de voir où est-ce qu'on met le curseur. On peut faire quelque chose de très standard, on peut rajouter un peu d'émotion et on peut aller très très loin. Bon, là, je pense qu'on va être on va dire au milieu si je devais mettre un curseur, mais ça c'est un truc que j'ai beaucoup hâte de tester et d'avoir le retour des apprenants directement en live de la formation. Et quand j'en ai parlé au formateur qui va animer cette formation, il m'a dit pourquoi j'y ai pas pensé avant. Ah bah oui, et tu pourrais faire aussi la même chose avec WhatsApp. Bien sûr, mais là par contre ça demande plus de logistique. C'est une idée, mais le coût derrière, le coût logistique ou de collaborateurs est plus important. Mais ouais, ça pourrait être hyper intéressant. Là, l'avantage du SMS, c'est que tu les crées, tu mets les feedbacks sur ta plateforme LMS et automatiquement, en fait, ils sont dispatchés selon l'heure et le jour que décide l'apprenant. Donc ça, c'est aussi sympa. Ça ne vient pas s'immiscer dans sa vie professionnelle et personnelle. Et d'ailleurs, au demeurant, je l'ai pas précisé au début, mais ils ont totalement le choix d'accepter ou de refuser. Hein. On n'impose pas des SMS sur un numéro de téléphone portable. Et quelle est la plateforme justement que tu utilises pour cela ? Alors c'est un partenaire qui s'appelle Anemone. Bah, si ça peut leur faire un coup de pub, voilà. Ah oui, je connaissais pas. Ils me remercieront. Ouais, c'est super intéressant. Donc c'est Fleurève qui dirige cette plateforme et qui est vraiment au top au niveau de ses conseils à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à aller voir Anemone. Ce contenu n'est pas sponsorisé. Je vous le promets. Ok. Et si on parlait intelligence artificielle maintenant, parce que j'imagine que tu utilises aussi l'IA dans tes projets pédagogiques, donc quel type d'IA tu utilises au quotidien ? Alors moi, je suis un geek, donc forcément, quand j'ai entendu parler d'IA, j'y suis allé les pieds devant quoi. J'utilise tous les jours. L'IA que j'utilise, bah, c'est ChatGPT, hein, avec la version premium, forcément. Je l'utilise vraiment tant d'un point de vue pédagogique, mais aussi sur plein d'autres points de vue. J'ai corrigé mon faire-part de mariage avec ChatGPT. Je me suis fait un programme de nutrition sportive avec ChatGPT. Je fais relire mes mails par ChatGPT. Certaines fois, par exemple, sous le coup de l'émotion, ça arrive à tout le monde, on écrit un mail, et là on se dit peut-être que celui-là, il est un peu trop direct. Et là, je demande à ChatGPT de me l'adoucir un peu, par exemple. Mais pour revenir sur les projets pédagogiques, comme tout ingénieur pédagogique qui se respecte, avant, j'avais toujours ma taxonomie de Bloom. Hein, les ingénieurs pédas connaîtront. En face de moi, quand je crée des objectifs pédagogiques, des programmes. Donc, les différents niveaux de Bloom, faut trouver le bon verbe, etc. Bah maintenant, en fait, ChatGPT, il m'aide. Il m'aide beaucoup à les reformuler, à aller piocher directement dans la taxonomie de Bloom, et ça me permet d'améliorer ma productivité. Autre chose que je t'avais montré il y a quelques mois aussi, c'est que j'avais eu une idée d'un jeu. Et donc, sur mon iPhone, je notais ces idées parce que je les trouvais intéressantes. Faudrait des cartes rouges de défense, des cartes rouges d'attaque. Ah tiens, cette carte de boule de feu, elle est intéressante. Et je mettais mes idées pêle-mêle comme ça, sans que ça ressemble à grand-chose, mais j'avais toujours ce jeu qui éclairait mon esprit constamment. ChatGPT est arrivé, j'ai voulu le tester tout de suite, et j'ai copié-collé mon fichier, avec mes idées vraiment en vrac, hein. C'était en vrac, et j'ai dit, bah tiens, crée-moi les règles du jeu. En tout cas, retranscris-les-moi. Et il m'a fait un travail du feu de Dieu. Alors que si j'avais dû réécrire mes règles, savoir quel mot j'utilise là, comment je reformule ça, ah mince, j'ai fait une faute, il y a une coquille, ça m'aurait pris peut-être 1, 2, voire 3 heures d'écrire les règles du jeu sous format Word. Là, ChatGPT me l'a fait en 30 secondes. J'ai bien entendu dû y revenir derrière. Il y avait des termes qui me convenaient pas, je lui ai redemandé un autre jet, bien sûr. Mais ça m'a fait gagner vraiment un temps mais inestimable en fait. Sinon, je peux l'utiliser aussi pour générer des images, tout bêtement. Ma collaboratrice qui a créé tout un parcours de formation de formateur e-learning
à créer toutes les images avec Midjourney. Lorsque j'avais créé mon escape game numérique, j'avais dû piocher des images libres de droit. Mais à partir du moment où tu prends un vaisseau spatial d'un certain type graphique, il faut que tu trouves le reste du vaisseau dans un certain type graphique. J'ai pris un temps, mais incommensurable à créer mon escape game numérique pour qu'il y ait un minimum de cohérence. Maintenant, avec Midjourney ou ChatGPT, c'est génial. Tu dis, je veux un style manga, par exemple, un panda manga. Après, tu vas dire, je veux un vélo manga. Après, tu vas dire, je veux une ville manga. Et toutes tes images, en fait, seront un peu sous le même style. Donc ça, c'est vraiment fantastique. Je l'utilise aussi des fois pour m'aider à imaginer des choses. Des fois, je lui dis, bah tiens, j'aimerais un jeu sur ça. C'est pas parfait ce qu'il me produit, mais il me permet d'invalider ou de valider mon hypothèse de départ. Il me permet des fois d'aller plus loin, et je m'en sers vraiment comme d'une secrétaire en fait au quotidien. Si je pouvais lui donner un nom, je lui en donnerais. Je suis vraiment un fervent défenseur de l'IA, et même si je sais que certains peuvent être contre, pour moi aujourd'hui c'est un enjeu d'avenir. L'IA existe. Si des gens de mon métier ne l'utilisent pas, soit. Par contre, moi je l'utiliserai, j'irai plus vite et plus loin qu'eux nécessairement. Parce que je vais pouvoir démultiplier tout ce que je produis. Ma production d'aujourd'hui n'est pas celle que j'avais avant. Même si elle n'est pas parfaite avec l'IA, bien entendu. Ça me permet d'aller plus loin, de mener plus de projets en parallèle. Donc je le vois vraiment comme un outil essentiel à mon travail. J'aurais même du mal à m'en passer. Et je pourrais un peu faire l'analogie comme nos parents avant qui utilisaient des cartes pour naviguer en voiture. Bah, nous, aujourd'hui, on utilise Waze. Et bah, c'est vrai que pour nous, notre génération, à toi et moi, Anne-Marie, c'est pas trop grave si l'IA disparaît demain, je m'en remettrai. Par contre, pour les générations d'aujourd'hui qui naissent avec l'IA, je me pose beaucoup de questions. Et oui, ça pose aussi des questions éthiques. Mais comme tout outil, ça dépend de la manière dont on l'utilise. Je peux cuisiner de formidables plats avec un couteau, et je peux aussi produire des choses atroces. Donc, je ne fustige pas l'outil, je préfère fustiger la manière dont on s'en sert. Et donc, l'IA, pour moi, c'est vraiment, c'est fantastique. Oui, c'est un compagnon. Moi, je dirais que c'est un compagnon. Et d'ailleurs, oui, tu m'avais bluffé lorsqu'on avait préparé l'épisode, puisque je prépare toujours mes épisodes avec mes invités au préalable. Et je me souviens très bien que tu avais enregistré notre échange avec un logiciel, je crois, qui s'appelle Firefile, c'est ça? Oui, je m'en sers aussi. Voilà. Et ensuite, tu m'avais envoyé la synthèse de notre échange avec des propositions de questions. Et moi, j'avais été bluffée. Bah ça c'est génial parce que par exemple cet outil qui va être déployé dans la suite 365, je crois avec un abonnement payant en plus, mais bref il y a plein d'outils qui le font. Bah ça m'avait permis de ne pas prendre des notes avec toi, donc d'être beaucoup plus concentré, d'avoir une relation beaucoup plus humaine que si j'étais en train de griffonner mon petit bout de papier. Et bah après déjà il a retranscrit l'intégralité de l'entretien. Ensuite je lui en ai demandé une synthèse et de cette synthèse je lui ai dit bah propose-moi des idées de questions qu'Anne-Marie pourrait me poser. Complètement. Voilà. Complètement. Et au final, ça fait gagner du temps à tout le monde. Oui, donc, et à moi aussi. C'est ça. Ouais, j'avais franchement été bluffée. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais, que tu aimerais bien donner un nom à ton compagnon ChatGPT. Donc, il y a quelque temps, j'avais proposé des GPT sur LinkedIn que j'ai créé avec Catherine Granier-Goutas, donc pour créer des learner persona et des cartes d'empathie. Et nous les avons appelés Lara. Notre GPT s'appelle Lara, c'est une fille. Pourquoi Lara ? Il y a une volonté Catherine derrière qui a ou choisi. C'est... Ok. Voilà, mais elle a une image et elle a un prénom. Et je trouve que ça top. Humanise. Voilà. Moi, je pense qu'il aurait une tête de chat, mon GPT. D'accord. Et Mathieu, donc par rapport à tes apprenants, on en a parlé rapidement déjà plus avant, mais est-ce que tu as vraiment constaté un impact? Est-ce que tu as mesuré un impact entre des formations qui étaient proposées avant et les formations qui sont proposées maintenant, où tu injectes justement cette IA, ces innovations pédagogiques, etc. Tu sens qu'ils sont plus engagés? Alors ouais, clairement. Déjà, quand tu mets un serious game en formation, typiquement un icebreaker, nous on a un jeu qu'on plébiscite beaucoup qui s'appelle Card Match,
qui est vraiment excellent, non pas parce que c'est moi qui l'ai créé, mais parce que il reprend vraiment des objectifs pédagogiques qui sont très intéressants en pharma. En fait, il permet de reproduire un process et d'identifier les différents acteurs, normes, documents. Ce jeu, par exemple, quand on l'utilise dès le matin, c'est-à-dire que tu fais ton tour de table, tu fais ton tour des participants, t'annonces ton programme, etc. Avant même d'ouvrir ta première slide, tu fais une partie de card match. Et ben là, ça permet justement aux formateurs de prendre la pleine mesure de l'activité pédagogique. Ça permet aussi aux apprenants derrière de commencer à collaborer ensemble, parce qu'en formation interentreprise, quand tu as 10 personnes autour d'une table, ils ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Et donc comment tu fais un moment pour briser la glace? C'est pas le tour de table qui sert à ça. Donc tu fais une partie de card match dès le début, et puis après tu déroules tes slides. Et là, les apprenants, ils adorent vraiment. On le voit aussi dans nos notes, les notes de formation, de toute manière, Calliope oblige, on reçoit des questionnaires d'évaluation. Maintenant, pour répondre plus précisément à ta question, il faut que je m'améliore là-dessus, pour les retours. Parce que c'est bien de voir la joie, le sourire, le plaisir sur les apprenants, et j'ai fait l'erreur, après la formation, de leur envoyer un questionnaire pour qu'ils me donnent leurs retours, leurs idées. Mais l'apprenant, en fait, il reçoit beaucoup de mails de la part de l'IFIS. Il reçoit des mails de convocation, il reçoit le questionnaire de satisfaction, le questionnaire d'évaluation des connaissances. Si en plus il a un questionnaire d'évaluation de jeu, en fait, ils n'y répondent que très peu. J'ai plus de retours de la part des formateurs que de la part des apprenants. Et donc, ce que je vais mettre en place dès la rentrée, en fait, c'est que dès qu'un formateur utilise un jeu, je vais lui préparer un set de slides WooClap. Donc WooClap, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est un outil qui permet d'interagir entre son PowerPoint et le smartphone des apprenants. Ils peuvent répondre à divers QCM, nuages de mots, trouver sur l'image, etc. Donc ça, tu vois, c'est un soutien pareil que je vais faire pour les formateurs. C'est que je vais leur créer un template de questions WooClap. L'idée, c'est d'en faire 2-3. Hein. On va pas... Mais dès qu'ils animent leur jeu, paf, ils animent leurs 3 WooClap que j'intégrerai dans leur PowerPoint. Comme ça, de facto, j'aurai directement leur retour. Ils pourront pas y échapper, dit autrement. Ah bah oui, non mais c'est très malin, c'est super malin de faire comme ça, oui, tout à fait. En fait, mon travail, c'est vraiment de faciliter la vie des formateurs au quotidien. Parce que ils ont beaucoup de travail, ça demande aussi beaucoup de temps de créer une formation, donc tous les artifices que je peux mettre en place pour leur faciliter la vie, je le fais. Étant donné que je leur demande des choses aussi, il faut derrière qu'on puisse leur apporter des choses. Oui, donnant. Exactement, totalement. Sinon, le lien de confiance, après, il est rompu et ça marche pas. Eh bien Mathieu, merci beaucoup pour cet échange. On va arriver à la fin de notre épisode et je vais avoir une dernière question à te poser, si tu veux bien y répondre. Donc c'est, selon toi, comment est-ce que tu vois l'avenir des organismes de formation, surtout face aux évolutions actuelles et avec la montée de l'IA? Question intéressante et délicate et difficile, mais ça va être un peu bateau ce que je vais répondre. Mais néanmoins, je pense qu'il faut être agile. Il faut être agile parce que moi, je vois par exemple comment le Covid a bouleversé les habitudes de nos clients. L'IFIS a été un des premiers organismes de formation, en tout cas à ma connaissance, surtout dans notre domaine, à faire des classes virtuelles. Moi, ça fait 5 ans que je suis à l'IFIS. Dès le début, on m'a demandé de faire des classes virtuelles. Ça marchait pas. Ça intéressait personne. On était sur Adobe Connect, c'était un outil très compliqué, c'était le bazar. Et les gens disaient, mais non, c'est mieux le présentiel, la visio ça sert à rien, en ça on n'était pas équipés et tout, c'était le bazar. Ça a pas trop marché. Puis est venu le Covid. Et là, tout le monde veut maintenant, en tout cas dans nos clients, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de nos clients, pour limiter le déplacement de leurs apprenants en train, leur nuit d'hôtel, forcément, une formation ça a un coût. Pour limiter ça, ils nous demandent de la visio. Et on a dû s'y adapter. Et je reviens sur ce que je disais, il faut être agile. Parce qu'il faut être agile pour répondre aux besoins de nos clients. Et demain, je sais pas ce qui peut se passer. Peut-être que demain, les formateurs et les apprenants vont être sur Apple Vision Pro, ou sur un casque de réalité virtuelle, ou peut-être que tout va se passer via smartphone, ou vers un nouvel outil technologique qu'on ne connaît pas. Ça ne fait que 10 ou 15 ans, je crois, qu'on a des smartphones. Et pourtant, aujourd'hui, ça fait partie de nos indispensables. Mais donc, la prochaine révolution, il faut la prendre à bras-le-corps. Et il faut surtout pas se reposer sur ses lauriers. C'est pas parce qu'une formation a marché depuis 10 ans qu'elle va marcher demain.
Et ça, c'est vraiment un conseil que je pourrais donner à tous les formateurs et même à tous les organismes de formation, c'est de sans cesse se remettre en question. Déjà pour y reprendre du plaisir, mais aussi pour monter en compétences et donner du plaisir. La formation, on y est là pas que pour l'argent. Clairement, en tout cas, c'est pas ma vision. Moi, j'y suis vraiment d'un point de vue humaniste. Et c'est ce point de vue humaniste qui fait que sans cesse, j'accepte les critiques, les remarques et je me remets en question. Et je suis toujours en fait en veille, qu'elle soit technologique ou pas technologique, mais en veille de qu'est-ce qui pourrait bouleverser demain le quotidien de mes apprenants et qu'est-ce qui pourrait surtout les faire monter en compétences. Parce que on l'oublie souvent, mais en formation, faut pas qu'une formation devienne de l'information. Faut derrière qu'ils mettent en place des choses. Et c'est pas parce qu'on a une formation super intéressante qui va durer 7 heures que les apprenants vont mettre des choses en place dès le lendemain. Tout à fait, Donc je voilà. suis complètement d'accord avec toi. Eh bien, merci beaucoup Mathieu pour cet épisode. En plus, il y a des petits tips à récupérer. Moi, j'ai noté les SMS, j'ai noté le WooClap dans les slides. Voilà, c'est des petites astuces qui permettent d'améliorer les formations. Donc, comme d'habitude, dans les notes de l'épisode, j'indiquerai ton contact LinkedIn si nos auditeurs souhaitent se mettre en relation avec toi. J'indiquerai également le site de l'IFIS. Et puis, je ne sais pas si tu as d'autres ressources éventuellement à partager. Peut-être le post que tu avais fait sur ton jeu de cartes. Oui, peut-être. Et puis, je conclurai en disant que si jamais quelqu'un souhaite créer, développer un jeu pédagogique, pas spécialement que dans les industries de santé, qu'il n'hésite pas. Moi, je prends tout projet à bras le corps et c'est hyper enrichissant et intéressant. Il y a qu'en y jouant qu'on s'en rend compte, mais c'est vraiment cool. Super. Eh bien, merci beaucoup, Mathieu. À très bientôt. Merci Anne-Marie. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.